Bonjour à tous. Face à une demande volatile qui voit la limite des méthodes de planification traditionnelles, Argon Consulting propose une méthode que le cabinet qualifie lui-même de révolutionnaire. Nous sommes ici pour en parler et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau donc deux consultants d'Argon Consulting, enfin consultants, non seulement consultants mais également cofondateurs, en la personne de Fabrice Bonneau pour commencer. Bonjour Fabrice, à qui je vais demander de bien vouloir se présenter. Oui, bonjour Jean-Philippe et puis bonjour à tous. Donc Fabrice Bonneau, je suis un des associés fondateurs d'Argon & Co. Oui. Donc Argon & Co, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans les opérations au sens large, mais en particulier en supply chain. Donc c'est un cabinet international, on est plus de 700 dans le monde, et puis, mais d'origine française, puisqu'on est 250 en France, voilà, spécialisés sur ce sujet des opérations. Et Florence Socia. Bonjour Jean-Philippe, Florence Socia, donc je suis en charge de la communauté supply chain industrielle chez Argon et puis en charge du développement depuis une dizaine d'années de ces concepts de no chain planning pour un certain nombre d'industriels. Voilà. Alors, no chain planning, c'est un concept dont on a déjà un petit peu parlé à travers une interview, mais c'est vrai que c'est un concept qui n'est pas forcément facile vraiment à comprendre au premier abord. Hein. Donc, d'où l'idée de faire une conférence un petit peu plus détaillée aujourd'hui et puis de l'aborder en détail d'une façon complète et aussi didactique que possible. Exactement, Jean-Philippe, parce que la planification industrielle, enfin tous les spécialistes de la supply chain le savent, c'est un des sujets les plus complexes de la supply chain pour tout un tas de raisons, parce que c'est là que sont les contraintes quand même, les contraintes industrielles, les contraintes des fournisseurs, etc. Et donc quand on parle de planification industrielle, on ne peut pas en parler de manière comme ça en survolant, superficielle, parce qu'effectivement, je ne dirais pas que le lab est dans le détail, mais voilà, c'est des sujets dans lesquels il faut rentrer pour les comprendre. Donc c'est vrai qu'on s'est permis de faire une présentation, on espère qu'on ne va pas ennuyer tout le monde, on espère qu'elle est à la fois qu'elle rentre dans les sujets, mais qu'elle est quand même claire et compréhensible par tout le monde. Alors c'est une présentation qui va faire 35 minutes à peu près. Hein, et puis bien sûr, si vous souhaitez poser des questions à la fin, même pendant la conférence, n'hésitez pas à les poser. Et puis donc les intervenants se feront un plaisir d'y répondre à l'issue de la présentation. Absolument. Alors donc je vous laisse présenter, de faire la présentation de façon à ce que l'on en sache un peu plus sur ce concept de no chain planning. Donc effectivement, c'est un concept de planification industrielle, donc il est en rupture, il est innovant, mais il est cependant déjà outillé et live chez certains industriels, on le dira, on l'expliquera à la fin, et avec des gains qui sont significatifs. Donc pour expliquer ce concept, on va d'abord donner très rapidement les limites un peu de ce qu'on voit aujourd'hui, à la fois parce qu'on est sur des contraintes qui sont beaucoup plus fortes qu'avant, c'est ce qu'on expliquera. Et puis on essaiera aussi d'expliquer de manière didactique les limites de la planification industrielle. Et on dit souvent, le MRP, il atteint ses limites, etc. On va voir un peu quelques exemples, pas trop techniques, mais très simples, pourquoi ces limites sont atteintes dans le contexte actuel. Et puis bien sûr, le cœur de la présentation, c'est de parler du concept. Et on finira par les résultats qu'on obtient chez ceux chez qui ça a été installé, et puis les éléments de mise en œuvre. Alors, effectivement, je pense que tout le monde l'aura bien remarqué, depuis la crise du Covid, les choses ont un peu changé en supply chain. La crise du Covid, ça a été, on ne va pas revenir dessus, crise de l'offre, de la demande, etc. Tout le monde un peu en panique. Et ensuite, on a eu d'autres crises de nature différente. On a vu les composants électroniques dans l'automobile, par exemple, qui font que... Et puis ça continue, on a des clients, et c'est totalement nouveau, qui ont perdu du chiffre d'affaires parce qu'ils n'étaient pas livrés, parce que certains fournisseurs ne livraient pas, ou parce que leur propre industrie avait des problèmes, ce qui était assez nouveau dans certains secteurs. Les flux ne se sont pas simplifiés. La demande, Jean-Philippe, vous le disiez en introduction, elle est toujours plus volatile, c'est toujours de plus en plus difficile de prévoir certains marchés. Et enfin, un point absolument non négligeable, c'est qu'il y a des nouvelles exigences réglementaires qu'on connaît. En France notamment, il y a la loi AGEC qui a un impact très concret. On n'a plus le droit de détruire les produits invendus. Qu'est-ce que ça signifie qu'on n'a plus le droit de détruire les produits invendus? Ça signifie qu'il faut encore plus qu'avant produire exactement la demande et que tout stock
obsolète est un problème. Donc ça, c'est le premier point. Ni trop, ni trop peu. Voilà, exactement. Ça, c'est un premier problème. Et puis le deuxième problème, c'est qu'on peut plus, et de moins en moins, on pourra se permettre des transports urgents, des transports en avion, qui sont impactants pour la planète, etc. Donc ça veut dire que la supply chain doit avoir ce niveau d'exigence. Donc ça, c'est le nouveau contexte. Et comme je l'expliquais au début, comme la planification industrielle, c'est un sujet un peu complexe, qui est encore une fois toujours un peu siloté entre l'approvisionnement, la planification amont, la planification aval, eh bien ce qui se passe, et tous nos clients le vivent, il y a une perte de la vraie demande client. Donc les gens au bout de la chaîne, ils ne savent pas trop quelle est la vraie demande client. C'est siloté, donc tout le monde réagit un peu de manière indépendante. Et puis ça génère ce que tous les industriels connaissent et sur lequel on essaye de lutter depuis plusieurs années, ça génère de l'instabilité. Alors, on dit ça, mais les gens disent, mais pourquoi en fait ça génère tout ça? Pourquoi on n'y est toujours pas arrivé? Ben, on n'y est pas arrivé parce que c'est pas facile. Et puis parce que la méthode MRP, qui est une méthode fantastique, hein, qu'on a inventée dans les années 60, qui est quand même, voilà, c'est une méthode qui a fait quand même ses preuves, elle a quand même ses limites. Il y a d'autres méthodes aussi, sur lesquelles on reviendra peut-être dans les questions, qui ont aussi leurs limites de notre point de vue, mais la méthode MRP, qui est à la base de tout, elle a ses limites. Et on va essayer de vous expliquer de manière pas trop technique, et Florian va vous faire une petite animation pour montrer en quoi cette méthode MRP, elle peut atteindre ses limites. Alors comme disait Fabrice, on parle très très souvent d'instabilité, de problèmes de priorité du MRP, et on reste toujours à un constat très descriptif sans essayer de comprendre un peu vraiment les mécanismes profonds qui font qu'on a quelque chose d'instable et ces pertes de priorité dans la MRP. Et nous, on a voulu prendre ces quelques exemples pour comprendre vers où on a porté la démarche No Chain Planning face à ces mécanismes, à ces déficiences. On va prendre quelques exemples avec quelque part un mécanisme MRP le plus simple possible pour pouvoir essayer de bien montrer ces déficiences. Alors on va prendre l'exemple d'un produit vendu de 1000 pièces d'une crème qui va être vendue à fin avril, sur lequel on va avoir un transport aval pour l'amener par exemple en Asie, sur lequel on va avoir mis une petite sécurité sur le mois de mars pour quelque part un peu limiter les tensions, une fabrication qu'on va dérouler sur le mois de février pour conditionner ce produit, et puis on va avoir un certain nombre d'approvisionnements, des pots, des étuis, et évidemment la fabrication d'un semi-fini. Et donc là, on a le mécanisme MRP, tout ce qu'il y a de plus simple, pour avoir une vision dans le temps de qu'est-ce que je dois produire à quel moment et dans quelle quantité. Et puis, les choses un peu, elles se compliquent. Elles se compliquent parce que, manque de bol, à un moment donné, il y a un fournisseur qui livre en retard, qui va dire, écoutez, moi, je vais devoir livrer 15 jours plus tard ces étuis. Et c'est là que les choses commencent un tout petit peu à se compliquer. Dans tous les mécanismes MRP, on va mettre un message d'exception pour dire, attention, il y a un problème, vous êtes en retard par rapport à la demande. Mais ça laisse toujours un doute en se disant, mais est-ce que la réalité, elle est si catastrophique que ça? La réalité, elle n'est pas si catastrophique que ça, parce qu'on se doute qu'en décalant légèrement la fabrication, on va limiter les sécurités, mais d'une certaine manière, la demande client est préservée. Et ça amène quelque part un des premiers déficits du MRP, c'est qu'il est on-off, jour-nuit, au sens où chaque mouvement du MRP est difficilement interprétable sur ses conséquences et sur sa gravité. On a des messages d'exception, mais on n'en connaît pas les conséquences et quelque part à quel point les sécurités elles ont été mangées. Et ça, c'est ce qui explique déjà, dans un premier point, l'instabilité, parce que les choses bougent rapidement, et le premier point de perte de priorité. Alors si on prend un deuxième exemple, le fournisseur est encore plus délinquant, il décide d'avoir un retard encore plus conséquent. Et là, quand on regarde ça, sans être un génie, on se dit ma planification, elle n'est pas réaliste. Oui. Produit fini, il a besoin du pot et des étuis, ça va être compliqué de le vendre nu comme ça. Et ça a quand même un autre déficit, c'est celui d'avoir un client qui finalement n'est pas prévenu et se retrouve un peu perdu et ne sait pas qu'en fait, il n'aura pas le produit. Alors, tout ce qu'on explique, nous, en tant que consultants depuis 20 ans, c'est, quand même, il va falloir planifier. C'est quand même la base de tout, on parle de planif industriel.
Et on va venir, juste avant ça, juste un dernier point, c'est malgré tout, le provisionneur de l'étui, il continue à avoir une vision de l'urgence. Il fallait livrer en janvier et il le sait. Donc, on va faire de la planif industrielle, on va se dire quand même, recalons de manière réaliste ce plan, quelque part annonçant aux clients le retard. Et là, on se sent, en tant qu'homme de la supply chain, en disant on a réussi notre travail. Ben, pas tout à fait, parce qu'à un moment donné, quand on a fait ça, on se retrouve avec un approvisionneur qui, à l'autre bout de la chaîne, se dit bah, finalement, la demande, elle a encore bougé. En fait, la demande, elle n'a pas bougé. C'est les maillons qui se sont eux-mêmes adaptés à la contrainte. Et il a perdu toute notion de priorité. Et ça amène quelque part le deuxième effet pervers de la supply chain, c'est-à-dire tout ce qu'on pousse depuis 20 ans, c'est-à-dire planifier, et qui met face à un dilemme énorme, c'est-à-dire est-ce que je choisis de construire un plan réaliste et je vois ce pauvre approvisionneur qui a perdu toute notion de priorité, ou est-ce qu'à un moment donné, je garde mon plan, je garde les priorités, mais je n'ai aucune visibilité sur ma supply et je ne sais pas où attraper les choses. Et ça, on parle souvent de quelque chose d'ininterprétable dans la logique MRP. C'est une des causes du côté ininterprétable. Quand on prend des nomenclatures très longues, quand on prend des chaînes de fournisseurs, à un moment donné, à partir du moment où tout le monde va faire des choix un peu différents entre plan réaliste et garder les priorités, on a quelque chose de complètement distordu sur l'ensemble des niveaux de nomenclature. Et les gens ne savent plus s'ils suivent la demande ou s'ils suivent la contrainte de l'aval et s'il faut qu'ils se battent ou pas. Parce que si je suis la demande et que je vois qu'il faut que je m'adapte, je vais me battre. Si je suis la contrainte de l'aval et que finalement je suis bien par rapport à la contrainte de l'aval, peut-être je me bats plus alors qu'en fait on est en retard. Donc c'est le vrai sujet. Exactement. Troisième exemple, la demande qui bouge. Ça arrive. Ça arrive de temps en temps, malgré tout. Il n'y a pas que des fournisseurs délinquants. Et quelque part qui nécessite là de se dire il faut produire plutôt ce produit fini. Mécanisme habituel du MRP, le produit fini c'est qui doit recaler, c'est pas bien, je suis en retard. Mais malgré tout, on a toujours un sujet, c'est que nos fournisseurs là ne sont toujours pas prévenus qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ils attendent et tout le monde est content alors qu'en fait il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et dans la plupart des supply chains, on va planifier, mais la réalité, c'est pendant quelques semaines, pendant quelques mois, dans certains cas, dans des supply chains complexes, on va mettre beaucoup de temps à venir recaler ces produits. Et quelque part, quand on aura recalé, d'un coup d'un seul, va éclater la vérité en bas de la nomenclature, voir qu'on est en retard. Mais bien souvent, c'est trop tard. C'est-à-dire que tout ce temps qu'on a mis à ce que finalement la demande soit perceptible, soit visible, on n'a plus de capacité de réaction. Et ça amène le troisième effet pernicieux du MRP, c'est qu'il est séquentiel. C'est-à-dire que pour que quelque part tout le monde puisse avoir pris une décision, il faut que chaque maillon est planifié. C'est pour ça qu'on parlait de chain, et après on va parler de node chain. C'est parce qu'à un moment donné, il faut que chacun se soit passé la balle. Et après, on va pas prendre un exemple, mais c'est peut-être le plus simple à comprendre, et ça a des aspects fondamentaux. De manière traditionnelle, on reste sur cette supply chain industrielle sur des sujets de charge capa, contrainte capacitaire, capacité finie, etc. Fabuleux. Et on oublie souvent tout un tas de fonctions qui sont contributrices dans le flux de la performance de livraison. Quand on prend les secteurs aéros, quasiment au même niveau, on peut avoir des problèmes qualité qui bloquent les productions, etc. Et quand on regarde ces mécanismes MRP, finalement, ils se diffusent bien, évidemment, côté planification, côté appro. Et puis après, toutes ces fonctions périphériques, au sens de la supply chain, la planification industrielle, finalement, sont un peu des oubliés. C'est-à-dire que quand je suis un qualiticien dans l'aéronautique et que j'ai 400 avis qualité sur ma table, par lequel je commence, à quelle date je le dois, quel est l'impact sur mon client final, on n'en sait à peu près rien. Et toutes ces fonctions-là qui sont contributrices de la performance, finalement, elles sont un peu les oubliés du MRP. Et on pourrait prendre aussi les exemples sur les achats de la même manière. Et quelque part, c'est peut-être le quatrième déficit de ce MRP,
c'est de rester sur les fonctions régaliennes de la planification industrielle, mais d'oublier toutes ces fonctions qui, dans beaucoup de secteurs, sont au moins aussi importantes dans la performance industrielle. Alors effectivement, pour faire face à ça, parce que ça fait assez longtemps, Florian disait que ça faisait 10 ans qu'on réfléchissait à prendre les choses autrement. Donc le concept Notre Chain Planning, il n'est pas arrivé en quelques semaines. Donc c'est quelque chose auquel on réfléchit depuis 10 ans. Et c'est vraiment une nouvelle approche et qu'on va vous présenter maintenant. Et effectivement, tu as parlé du doit faire et du sait faire. Et le premier principe, qui est, vous l'aurez compris, qui est peut-être le plus fondamental, c'est pour ça que ça s'appelle notre chaîne, c'est quelque part on brise la chaîne et on connecte tous les acteurs à la demande client. Alors, quand on présente ça à des gens qui ne sont pas des experts de la supply chain, ça les surprend toujours. Ils disent « Ah bon, les gens ne sont pas connectés à la demande client ?» Ben non, ils ne sont pas connectés à la demande client directement. Ils sont connectés à l'aval, qui est connecté à l'aval, qui est connecté à l'aval, qui à un moment est connecté à la demande client. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, comme Florian vient de l'expliquer. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on donne à tout le monde, tous les acteurs dont on a parlé, on donne la visibilité sur ce qu'ils doivent faire. Alors bien entendu, en prenant en compte leurs jalons. On ne va pas dire la demande client, elle est là, donc bien sûr on prend en compte leurs jalons. Mais on dit à tout le monde, voilà, toi, en tout cas, si le client, on doit le servir, si la demande, on doit la servir, toi, voilà ce que tu dois faire en temps et en heure. Et ça, c'est pour tout le monde. Donc tout le monde comprend les actions qu'ils doivent faire et les impacts que ça a sur le client final. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est une plateforme sur laquelle les gens peuvent se plugger pour avoir une visibilité sur l'ensemble de la chaîne? On verra effectivement, parce qu'il faut l'outiller forcément. Donc on parlera effectivement de l'outil, mais effectivement on y viendra, mais il faut aspirer les données et puis faire des calculs. Le calcul du fameux signal doit faire, et qui en fonction de toutes les données qu'il y a dans le RP permet de calculer le vrai signal doit faire. Donc le point important, en plus, c'est que comme on le dit là, chaque maillon, et pas simplement il a la visibilité, parce qu'on peut lui donner la visibilité, mais surtout il est planifié. C'est-à-dire on dit, ta date que tu dois faire, c'est la date pour laquelle le client doit être livré, et ça c'est pas rien. Donc ça c'est le premier principe. Alors, ce premier principe, il n'est pas si binaire que ça, parce que effectivement Florian a dit, attention, le MRP il est on-off. Si on faisait ça, ça serait un peu on-off quand même. Parce qu'on respecte pas. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Dans la vraie vie, Florian l'a dit, il y a des sécurités. Donc effectivement, il y a d'abord le doit faire idéal. Donc le doit faire idéal, lui, c'est la date à laquelle c'est bien parce que je vais reconstituer mes sécurités. Donc une supply chain qui marche très bien doit quand même reconstituer des sécurités, parce que les sécurités, elles sont pas là que pour celui qui sont là un peu pour tout le monde. Donc il faut reconstituer les sécurités. Donc ça, c'est le doit faire idéal. Et ensuite, il y a un doit faire rupture qui est de dire attention, si jamais tu livres pas à cette date-là, tu vas mettre le client en rupture, tu vas perdre de la demande et potentiellement, c'est ce qu'on va voir après, si tu es en rupture, potentiellement, tu vas avoir un impact sur le produit fini et tu vas faire potentiellement perdre des centaines de milliers d'euros ou des millions d'euros parce que effectivement, le sujet dont tu es en charge n'est pas à l'heure et n'est pas planifié à temps, et on peut même calculer facilement le retard que ça génère. Donc le doit faire, il est un peu plus sophistiqué que juste demande de rupture. Donc ça, c'est le premier principe. Alors le deuxième principe, évidemment, on n'est pas dans un monde de bisounours, donc tout le monde n'arrive pas à faire ce qu'il doit faire. Donc il faut bien qu'à tout moment, on sache aussi ce qu'on sait faire. Et ce qu'on sait faire, c'est de deux natures d'une certaine manière. Il y a ce qu'on sait faire est-ce qu'on a tout ce que les gens à l'extérieur de l'entreprise, donc les approvisionneurs et les fournisseurs, ce qu'ils savent faire à l'instant T. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé le sait faire externe. Est-ce que j'ai tous mes est-ce que j'ai tous mes composants? Est-ce que j'ai tous mes composants à date? Certes, mais ça, ok. Mais surtout, est-ce que dans l'horizon qui vient, je vais avoir tous mes composants? Et ça, c'est très important. Et je vais avoir tous mes composants pour faire ce produit fini, oui ou non? Et ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça de se dire, et le MRP ne permet pas de manière si simple de dire à tout moment, est-ce que j'ai la disponibilité des composants pour que dans le temps, je ne sois pas bloqué? Donc ça, c'est le sait faire externe. Et après, bien sûr, on peut avoir des problèmes internes. On peut, par exemple, avoir, alors qu'il faudrait qu'on planifie le mois prochain, malheureusement, on a un problème de maintenance ou je sais quoi trop quoi. Et effectivement, on va avoir un problème de capacité, ce qui fait qu'on a un sait faire interne et externe qui dit, voilà, quand je prends en compte l'externe et l'interne,
Là, je ne vais pas livrer avant fin avril. Donc ça, c'est le deuxième principe. Et donc ce deuxième principe, il se résume à quoi? C'est que le CFR, il permet à tout instant et à chacun de savoir ce qui est faisable, et surtout à toute la chaîne, on verra une illustration tout à l'heure, il permet à tout le monde, à toute l'organisation de dire à un moment, avec ce que je connais de la supply chain, voilà ce que je suis capable de livrer au client, et si je ne suis pas capable, voilà pourquoi. Donc ça, c'est le deuxième principe. Et ce qui est très important, alors qui est peut-être le plus difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas expert de la planification, c'est que le MRP arrive d'une manière ou d'une autre à calculer l'un ou l'autre plus ou moins. Mais ce qu'il ne sait pas faire, c'est avoir les deux signaux en même temps pour pouvoir arbitrer. Et on verra tout à l'heure dans l'exemple de comment on planifie la charge, à quel point c'est fondamental de ne pas perdre ces deux signaux et d'avoir ou l'un ou l'autre qu'on puisse manipuler. Et Florian donnera une illustration tout à l'heure. Donc ces deux signaux doivent se propager tout le long de la chaîne. Donc ça paraît, j'espère, de bon sens. Et on va donner une illustration. Alors juste avant ces illustrations, on répond aux questions du MRP, parce que le MRP on et off, là on voit effectivement qu'on a des choses qui sont, on consomme les sécurités, d'autres on est en rupture, et c'est la vraie demande client. Un seul signal, non, on a le CFR, il doit faire, et surtout, peut-être le point le plus important, qui sont les points les plus importants, qui sont les deux derniers, c'est qu'on n'attend pas que tout le monde ait planifié pour se rendre compte qu'attention, on a un problème. C'est-à-dire que ça arrive très fréquemment, hein, on a des nouveautés dans la dermocosmétique ou dans la maroquinerie qui vont marcher beaucoup mieux que prévu. Il faut absolument que le fournisseur soit prévenu tout de suite. S'il attend que devant ça se replanifie, à un moment on va lui dire mais tu sais on a besoin pour dans une semaine, il va dire mais c'est juste une blague, enfin je vais pas y arriver. Alors que s'il le sait très tôt, il saura réagir. Ça c'est fondamental. Et quelque part on a dans les éléments de contexte, il y avait dans les éléments de contexte des choses qui sont quelque part devenues bateaux autour du Covid. Mais le fond des mécanismes qui sont passés dans la supply chain industrielle, ils sont quand même très inhérents à ce point-là. C'est-à-dire que en combien de temps les fournisseurs de rang 2 ou rang 3 ont su que la Chine repartait, ont su que la demande à aviation civile repartait, etc. En combien de temps ça s'est propagé? Et en fait, quand on a pu être chez certains fournisseurs on va dire de grands acteurs du luxe, le temps que cette information soit réellement propagée dans les systèmes et que le fournisseur voit ce qui est en train de se passer à l'autre bout de la chaîne, c'est un temps qui ne peut jamais être comblé par des sécurités. Et le fait de se connecter directement à cette demande client, c'est parmi les défis les plus importants de la question d'une agilité d'une supply chain industrielle. Exactement. Alors on va voir 3 illustrations rapidement de ces concepts. Parce que, oui. Et peut-être le dernier point, je pense que c'est très important, c'est que tout se doit faire avec cette vision de l'idéal et de rupture, elle est déclinée sur l'ensemble des fonctions, tant côté qualité que côté achat sur le renouvellement d'un contrat, parce qu'on a, en termes de conception, la vision d'une supply chain plus large, qui ne se réduit pas à la sempiternelle charge-capacité, qui n'est que, dans beaucoup de secteurs, un tout petit problème, voire des fois, pas le problème, parce que de toute façon, les contraintes, c'est de l'assemblage, ça se trouve assez simplement. Et c'est les appros, et c'est la qualité, c'est la gestion de la qualité avec les clients aéros, etc. Et donc ça, pour nous, c'est quelque chose de très très important, de se dire comment toute cette vision de la supply, elle est quelque part distribuée à l'ensemble de ces fonctions-là. Alors on va voir 3 exemples. Ces exemples, on parlera évidemment système d'information après, parce que Jean-Philippe, vous avez raison, il n'y a pas de miracle. Il y a beaucoup de calculs derrière, il y a des écrans, on verra ça après. Donc c'est issu d'une solution qu'on a bâtie, dont on parlera tout à l'heure, qui s'appelle Supply Control Tower. Donc vous allez avoir 3 illustrations que Florian va avoir le plaisir de vous montrer. Alors, sur les 3 illustrations, le premier sujet, d'une certaine manière, c'est une espèce de prise de recul sur c'est quoi la santé de ma supply chain, à quel point j'ai des problèmes, où est-ce qu'il se situe, et dans une vision un peu projetée, prévisionnelle. Ici, on va retrouver un peu le chiffre d'affaires prévisionnel d'une entreprise, et on va essayer de qualifier d'une certaine manière ce chiffre d'affaires avec son niveau de risque. Et est-ce que, d'une certaine manière, on a quelque chose de rouge au sens je vais livrer avec de la rupture parce que mon CFR, ce qu'a expliqué Fabrice, ma disponibilité des composants, de ma production en multiniveau est en train d'impacter mon client final et donc me fait prendre des risques sur mon chiffre d'affaires avec du chiffre d'affaires non servi.
et pour quelque part avoir une vision d'ensemble de où sont mes risques, à quel horizon, pour pouvoir les lever. Et dans un deuxième temps, être aussi en capacité de savoir d'où viennent les problèmes. Est-ce que, Fabrice en parlait sur ces faits externes ou internes, est-ce que c'est plutôt des causes appro sur lesquelles je dois me focaliser, et si c'est le cas, sur quel fournisseur je dois me focaliser, ou si c'est plutôt des causes de planification interne, de capacité, etc. Donc ça, c'est le tableau de bord de tout le monde, et en particulier du manager, et en particulier du directeur supply chain, qui veut toujours avoir ces informations-là. Le deuxième exemple, il est côté appro. Et on prend cet exemple-là parce que les approvisionnements, c'est quand même un peu toujours les oubliés de la supply chain. On prend cette fonction-là pour des gens qui passent des commandes, donc pour une fonction très transactionnelle, alors qu'on prend n'importe quel secteur, la part de valeur ajoutée des fonctions appro, c'est 60, voire 70%. Et dans les faits, c'est souvent maintenant le cœur du réacteur d'une supply chain industrielle moderne. Et donc, on ne peut pas complètement se dire que cette fonction appro, elle est à l'écart et que l'approvisionneur, son seul objectif, c'est de passer des commandes. Et l'approvisionneur, dans cette logique no chain planning, ce qu'on cherche à lui donner, c'est en permanence la vision sur, au-delà de à quelle date va être livrée sa commande, l'impact qu'il va avoir sur le client final. Tant, comme le montrait Fabrice tout à l'heure, en termes de chiffre d'affaires que profondeur de retard, pour se dire, par exemple, cette commande-là, c'est 8 millions de chiffres d'affaires impactés, c'est près de 30 jours de retard moyen sur l'ensemble de la demande client. Et ça change un peu tout. On était un peu sur la partie MRP au tout départ en disant, pour ceux qui connaissent, avec tous ces petits messages d'exception qui peuvent exister dans les systèmes d'info, et la réelle priorité d'un opérationnel, honnêtement, c'est son téléphone et qui hurle le plus dans le combiné, quelle ligne de prod hurle le plus. C'est ça sa vraie priorité. Et là, et c'est une priorité très court terme, c'est qu'on acte et on est déjà dans le mur quand on a le coup de téléphone. Là, c'est je sais en avance où focaliser mon énergie, quel est l'impact financier que ça va avoir, et d'une certaine manière de réconcilier un peu aussi les fonctions finance, planif, autour d'une même ambition. Et donc, avec cette vision en permanence, quelque part pour ramener ça sur le concept, du doit-faire, c'est-à-dire doit-faire rupture, doit-faire idéal, qui, sur l'ensemble des objets, des objets manipulés par un ERP traditionnel, c'est-à-dire les commandes, est redescendu. Et donc, en permanence, cette vision de priorité. Voilà, donc c'est le doit-faire qui permet à l'approvisionneur d'avoir ses priorités en permanence, effectivement. Le troisième exemple, c'est la charge CAPA. Alors avec Fabrice, on fait des missions de supply chain depuis des années. Et puis, quand au bout du bout, on a réglé tous les problèmes de master data, que péniblement on arrive à faire de la charge capacité, on se met dans une réunion PDP ou dans une réunion SNOP, et puis on est content, on arrive, et puis on a un chiffre, on dit 105% de saturation du poste de travail. Et là, c'est la grande déception, parce qu'en fait, très généralement, il n'y a pas de décisions qui sont prises. Parce qu'en fait, la première question d'un manager, d'un directeur supply, c'est oui, d'accord, ok, c'est grave, c'est pas grave, 105%, 110, 115, 108. Et finalement, il n'y a pas de décision qui est prise, non pas par manque de courage managérial, mais plus par est-ce que d'un coup, là, je me mets en branle-bas de combat sur un 3-8, j'essaie de sourcer autre part. Finalement, comme on n'en connaît pas l'impact, assez souvent, on reste statique face à ça en se disant et puis, allez, il y a toujours, de toute façon, la demande bougera, donc restons tranquilles et laissons les choses telles qu'elles sont. Ce qu'on cherche à faire, et ça, les concepts no-chain irriguent aussi la charge capacité, c'est d'une certaine manière, au-delà d'avoir la capacité, ça c'est une évidence. Donc ici on a une vision de la courbe pointillée, c'est une capacité cumulée. C'est de remettre ces concepts doit faire, c'est faire, avec un premier sujet qui est est-ce que de toute façon ma capacité, je sais l'alimenter? On voit tout en haut de la courbe vers la fin là, la zone grise assurée telle qu'elle est définie, c'est je n'aurai pas les composants pour alimenter ce poste de travail, donc je peux monter toutes ces capacités-là, mais il me manquera un brut ici dans l'aéronautique, ou il me manquera un étui ou un pot pour conditionner dans la dermo par exemple. Et donc, à ce stade en tout cas, les montées aussi fort ne va juste générer que de la perte de capacité. Et puis il y a une autre zone rouge qui elle dit, en fait, toi, planificateur, a entre les mains ou fait prendre le risque d'aggraver la rupture, d'aggraver le chiffre d'affaires non servi, d'aggraver la profondeur de retard. Si par hasard, tes capacités, tu viens les mettre dans cette zone rouge
et tu vas être directement responsable d'un chiffre d'affaires non servi complémentaire parce que tu es en train d'aggraver les ruptures. Et cette zone verte et jaune, qui signifie, dans cette zone-là, les capacités telles que tu les positionnes vont mettre un peu en tension l'aval de ce poste de travail. Donc, si on est sur des étapes amont de process industriels, par exemple dans l'aéro, je suis sur des étapes de début d'usinage, je vais commencer un tout petit peu à assécher ce qui peut exister après sur des traitements thermiques, grenaillage ou je ne sais trop quoi. En tout cas, mettre en tension la suite de la supply, mais bon, pas en train d'impacter le client. Et puis en vert, c'est parfait. Je sais que je suis revenu à l'idéal de mon objectif. De mon doigt faire idéal. De mon doigt faire idéal. Et ma zone grise qui permet de dire, là, je suis en train de venir générer à terme du surstock. Et là, c'est très important à 2 titres. Le premier titre, c'est, on n'est plus face à, je suis 105% de saturation, je suis face à une vraie décision en disant, je sais que j'ai une vision directe de l'impact client, ça c'est un premier point. Et le deuxième point, pour en revenir au concept, quand on fait une charge capacité dans un ERP, en fait, on est toujours face aux besoins du niveau supérieur de nomenclature. Donc, si lui-même est contraint, en fait, on est en train de se battre pour quelque chose qui est peut-être déjà largement en deçà de la demande. Là, on est bien avec ces concepts no-chain, c'est-à-dire connectés à la demande client, et donc c'est bien ce qu'il faut que j'installe comme capacité pour que je ne serve pas uniquement le niveau supérieur de nomenclature, mais bien mon client final. Et c'est dans cet exemple-là, par exemple, qu'on va retrouver finalement ces 2 concepts-là, qui ne sont pas juste du concept, histoire de faire du concept, mais bien qui irriguent chacun des process, appro, planif. Et évidemment, ça aide à prendre des décisions. Par exemple, on voit sur cette courbe-là que le début va être un peu compliqué, donc est-ce qu'il faut essayer de bouger la capa ? On voit un peu plus tard qu'on va même passer en surcapacité parce qu'on sera incapable de produire, voire on va faire un peu de surstock, donc qu'est-ce qu'on fait ? Mais on le sait en toute connaissance de cause. Alors, voilà, on a balayé le concept, forcément un peu détaillé, pointu, etc. J'espère qu'on n'a pas perdu nos interlocuteurs. Et donc, qu'est-ce que ça donne tout ça ? Le premier point, il est qualitatif. Et franchement, c'est peut-être le point le plus important, c'est que tout le monde se sent partie prenante. On dit souvent, il faut faire entrer le client dans l'usine. C'est une réflexion que j'entends depuis 20 ans. Mais ça veut dire quoi, faire entrer le client dans l'usine ? On ne va pas l'inviter tous les week-ends à voir l'usine. C'est pas ça, faire entrer le client dans l'usine. C'est que chacun à son poste de travail se dit ce que je suis en train de faire. Est-ce que ça sert le client ou pas, ou etc. Et c'est ça vraiment le point principal, un peu philosophique. C'est la façon de faire rentrer concrètement le client dans l'usine. Et quelque part, ça donne du sens à tout un tas de fonctions qui n'en avaient pas beaucoup. Ouais. Un approvisionneur ou un qualiticien, le sens de ce qu'il est en train de faire d'un point de vue technique, oui, mais ça donne vraiment du sens à toutes ces fonctions-là qui n'en avaient plus beaucoup. Exactement. Alors les résultats, évidemment, ils touchent ce qu'on aime bien, nous, parler du carré coût, stock, service et maintenant durabilité, qui sont finalement les 4 grands indicateurs, souvent antinomiques d'ailleurs, il faut se le dire, les 4 grands indicateurs que pilotent la supply chain et les opérations. Évidemment, ce qu'on va viser en premier, c'est le service. Et là où on a mis en place ces concepts, c'est ce qu'on voit forcément en premier, parce que c'est très orienté demande client-service, et c'est très orienté il y a des variations, comment je suis agile, et puis la communication qu'on a au client aussi, de dire au client, attention, ça, je ne vais pas savoir faire quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est le premier point. Évidemment, le pendant du service, c'est le stock. On sait que ça va avec. C'est-à-dire, quand on est meilleur sur le service, il y a une espèce de paradoxe. C'est qu'on est souvent aussi meilleur sur le stock parce que ça veut dire qu'on sait mieux approprier les choses. Et effectivement, on l'a vu, on a la visibilité sur les surstocks qu'on est en train de créer. Donc, cette visibilité-là permet la réduction des stocks. Et puis, évidemment, on réduit l'effet bullwhip. Donc, et pour compléter ce que dit Fabrice sur les stocks, parce que c'est pas qu'une question d'effet de manche, en disant, tiens, on va réduire les stocks comme on verrait dans n'importe quelle presse, en permanence, on réduit les stocks, etc. Mais encore une fois, dans les mécanismes MRP qu'on a présentés au tout début, se cache en partie le phénomène qu'on entend toujours, c'est-à-dire j'ai des ruptures et en même temps j'ai des palanquets de stock de partout. Mais tout simplement parce que dans des supply chains étendues, chaque maillon est en train de prendre des décisions radicalement différentes entre le sait faire et le doit faire. Certaines se contraignent en se disant de toute façon je ne sais pas faire, donc je suis en train de me contraindre. D'autres continuent à suivre cette demande idéale sans qu'il y ait un arbitrage général
tel qu'on le présente dans cette méthode-là, qui fait que, à un moment donné, on arrive au pire des deux cas. C'est-à-dire, comme il y en a un qui a décidé de se contraindre, et l'autre d'approvisionner, on a les surstocks et les ruptures, les deux ensemble. Et ça, c'est vraiment lié à ces mécanismes inhérents du MRP qu'on essaie de faire sauter avec le no-chain planning. Alors, en termes de coûts, on n'est pas orienté sur les coûts, on est orienté évidemment sur l'efficacité des équipes, parce que ces gens-là, en plus, par rapport à je cherche l'information, je suis au milieu d'une forêt d'alerte, on leur amène des choses qui leur font gagner du temps sur des choses à faible valeur ajoutée. Donc, on a retrouvé beaucoup la sérénité des équipes, l'efficacité des équipes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez nos clients, ce qu'on a pu constater, des clients qui sont en forte croissance, on voit que les équipes de planif et d'appro n'ont pas augmenté. Donc ça veut dire qu'ils ont été capables de supporter la croissance finalement à ISO effectif. Et on sait bien qu'une bonne supply chain, elle réduit les destructions, elle réduit les expéditions express, il y a la sérénité des équipes, le sens, etc. Donc voilà, on attaque les quatre dimensions. Alors, c'est un concept nouveau, hein, donc il n'est pas chez des dizaines de clients. On ne peut pas à la fois être novateur et dire on fait ça depuis 20 ans, ça serait largement contradictoire. Il y a quatre même secteurs dans lesquels ces concepts, on les a mis en œuvre. Florian a beaucoup parlé d'aéronautique, je vais commencer par le deuxième, où on sait qu'il y a des sujets de qualité de fournisseurs, de pénurie, de problématiques de ramp-up, etc. Et donc on est dans un cas effectivement assez critique. Ce qui est assez rigolo d'ailleurs, c'est que sur l'horlogerie, on dit c'est quoi ça n'a rien à voir avec un avion. Oui, l'horlogerie, il y a des nomenclatures qui sont un peu complexes, les délais sont longs, il y a des pénuries, c'est de l'assemblage après de l'usinage, enfin ça ressemble beaucoup. Voilà. Et puis le secteur, on en a pas mal parlé aussi, de la dermocosmétique, où, et ça c'est plus récent d'une certaine manière, les chaînes amont se sont tendues, il y a beaucoup de nouveautés, et la nouveauté c'est comment je réagis à des informations sur voilà, un produit marche bien, pas bien, et là on a vraiment constaté des améliorations de taux de service, et puis la croissance à ISO effectif. Et puis la maroquinerie, qui a été un des secteurs où on a mis en place les concepts no-chain planning, même si en l'occurrence, là on va parler des outils après, mais ce n'étaient pas les outils qu'on a développés depuis, c'était des développements spécifiques qui ont été faits. Mais la maroquinerie, ça paraît un peu contre-intuitif, mais ce n'est pas une chaîne très simple avec beaucoup de pénuries, surtout les maroquineries qui sont très exigeantes. Alors pour réussir ça, c'est évidemment de la transfo. Parce que vous l'avez bien compris, certes, il y a de la technicité, on va parler un peu du SI après, mais ça change un peu la culture, ça change les process, donc c'est de la transformation, hein, c'est pas quelque chose qui est totalement plug and play. Mais l'avantage, c'est qu'on peut mettre en place progressivement. Donc en fait, quand on dit progressivement, si tu peux, merci Florian, progressivement, ça veut dire qu'au bout d'un mois, on peut déjà faire un POC assez rapide et voir ce que ça peut amener. Faut faire un diagnostic aussi, parce qu'il y a les sujets de qualité de données, hein, bien entendu, mais dont on pourra reparler s'il y a des questions là-dessus. Donc en un mois, quelque part, on montre que notre chaîne a de la valeur, on le fait comprendre aux gens. Et ensuite, on peut donner des premiers éléments qui sont peut-être les plus simples pour que la supply chain voit mieux. Et donc ces éléments qui sont les plus simples, c'est le cockpit en particulier. Le premier exemple qu'on a donné, c'est on donne la visibilité sur la santé de la supply chain. Ça, c'est pas le plus difficile. Et puis peut-être aussi, parce que c'est là où aujourd'hui se cristallisent les problèmes, l'approvisionnement, où c'est peut-être moins technique que les sujets de charge-capacité, mais amener de la visibilité aux approvisionneurs est une première étape. Et puis après, il faut un peu plus de temps. Mais au bout d'un an, on peut considérer, alors ça dépend, aucun cas ne se ressemble, hein, évidemment, mais l'idée, c'est qu'au bout d'un an, on ait le doit faire et le sait faire qui irrigue tous les processus. Voilà, alors pour ça, il faut effectivement des systèmes d'information. Donc, pour être tout à fait clair, aujourd'hui, c'est des nouveaux concepts. Donc, par construction, ces concepts-là, le doit faire, le sait faire, ça n'existe dans aucun système d'information. Bon, on leur en veut pas, hein, aux ERP, aux APS, etc. C'est comme ça. Ça n'existe dans aucun système d'information. Donc nous, on n'a pas voulu non plus dire, on a inventé un concept brillant, puis c'est des slides, et puis débrouillez-vous. Et donc, on a inventé d'une certaine manière le concept en même temps qu'on a commencé à construire une solution. Cette solution, on a choisi de la mettre en œuvre parce qu'il faut absolument, c'est la première partie, il faut aspirer toutes les données de l'ERP. Et donc, on s'est concentré sur SAP pour des raisons qui sont évidentes, forcément, surtout sur la partie industrielle où SAP est assez majoritaire. Donc, on s'est concentré sur SAP.
On a développé les moteurs de calcul CFR doit faire, qui ne sont pas triviaux. C'est de l'algorithmique, c'est un peu compliqué, il y a des nomenclatures, etc. Donc c'est un gros, il y a quelques centaines de milliers de lignes de code quand même. Donc sur le moteur doit faire CFR. Et ensuite, évidemment, il y a tous les écrans pour les approvisionneurs, pour le cockpit, etc. Jusqu'à il y a quelques années, et encore aujourd'hui, pour l'instant, c'est dans une architecture SQL Server, très bien, etc. Et on est en train, et ça sera disponible fin d'année, là, on est en train de la migrer totalement dans le nouvel environnement d'SAP. S4, BTP, Fiori, etc. Donc ça sera totalement intégré à SAP. Et on a fait ce choix, on n'a évidemment aucune action chez SAP, mais on a fait ce choix pour des raisons évidentes de couverture de SAP dans le monde. Et puis aussi qu'il fallait faire les choses de manière bien approfondie. Et donc on s'est concentré sur cette solution SAP parce que ça ne remplace pas, ça complémente le MRP. Donc on n'est pas en train du tout de remplacer SAP. Voilà. Eh ben, ça soulève beaucoup de questions. J'imagine. J'ai un certain nombre de questions à vous poser. Voilà, je crois petite conclusion quand même. C'est vraiment, il faut retenir les signaux doit faire c'est faire qui garantissent des plans à la fois réalistes et priorisés par la demande. On met vraiment le client au cœur de l'usine et puis les gains sont là, notamment sur le service. Et puis au final, la transformation, c'est pas non plus un chemin de 3 ans et on peut commencer très vite à avoir des résultats. Voilà. Bien, alors moi j'ai des questions et on me fait signe à la régie qu'il y en a beaucoup également. Ça veut dire qu'il faut obligatoirement avoir un SAP, enfin être sous SAP pour bénéficier de cette visibilité sur l'ensemble de la... Alors avec la solution telle qu'on a aujourd'hui, oui. Après, on peut faire comme certains de nos clients l'ont fait, c'est commencer à mettre en œuvre des choses un peu plus... on peut faire des choses, peut-être pas aller au bout de ce qu'on a fait, mais on peut faire des choses quand on n'a pas, SAP. Nous, effectivement, on s'est concentré là-dessus. Mais nous, notre objectif très clair, c'est que ces concepts, humblement, c'est qu'on convainque vraiment... Alors, je pense qu'on a convaincu une partie du métier, parce que quand on parle de ça aux gens du métier, ils comprennent très vite. Mais convaincre aussi les gens qui font du software et les éditeurs de se dire, mais finalement, ces concepts-là, ça serait bien qu'on les intègre nous aussi. Donc, nous, quand les APS et quand les ERP auront intégré ces choses-là, ça permettra de les développer. En attendant... Aujourd'hui, c'est un add-on de SAP. C'est déjà un add-on de SAP, et ça va être, là, c'est une question de semaines et de mois, ça va franchement être intégré complètement dans SAP, c'est-à-dire que l'utilisateur verra même plus la différence avec SAP, parce que ça sera des écrans qui seront les mêmes que HANA. D'accord. L'intérêt de la solution, c'est surtout les industriels qui ont une arborescence de sous-traitants, des sous-traitants de rang 1, de rang 2, de rang 1. En gros, c'est plutôt ça. Oui, mais en fait, évidemment, plus on a une supply chain industrielle complexe, des procédés, évidemment que ça augmente l'intérêt, mais même dans des supplies dont on peut penser qu'elles sont plus simples, par exemple dans le food, autour de la fabrication de compotes, etc. On a des supplies qui ont quand même des appros, qui ont des process industriels de fabrication puis de conditionnement, etc. Donc vraiment le seul sujet, c'est ce qu'on peut exclure, c'est le retail. Parce que bon, ça, c'est pas par nature. Mais pour le fond, à partir du moment où on a quelque chose, un appareil industriel, etc., ça commence à avoir de toute façon son intérêt. Et encore dans le retail, il y a des activités de co-packing, par exemple, qui peuvent être concernées. Pourquoi pas, exactement. Tout à fait. L'IA, on n'en a pas parlé. Est-ce que l'IA, ça peut apporter quelque chose? Est-ce qu'elle est intégrée dans la solution? C'est vraiment une excellente question. L'IA, alors chez Argon d'ailleurs, l'IA, ça fait plusieurs années qu'on l'utilise en supply chain. Premièrement, on l'a fait pour les prévisions, de manière assez successful, on va dire, mais sur les sujets de l'IA qui sont un peu plus connus, de machine learning, de deep learning, etc. Et ensuite, il y a l'IA générative qui arrive comme une espèce de bombe à neutrons et qui est en train de révolutionner tout. Et là, il y a une vraie complémentarité. Et d'ailleurs, on est en train de tester des complémentarités chez Argon. L'IA générative, c'est quoi? Ça va absorber des données non structurées, des mails, des informations qui arrivent, des comptes rendus de réunion, et qui vont dire, il est en train de se passer quelque chose, mon fournisseur va être en retard. Et ça, c'est tout à fait complémentaire à, parce que ça, l'IA générative ne va jamais faire ça.
je absorbe toutes les données de l'ERP, là je fais un calcul algorithmique qui n'est pas de l'IA et qui dit attention, avec la demande qui est là, je ne vais pas y arriver. Mais l'info de mon fournisseur va être en retard, celle-là je ne l'ai pas. Par contre, l'IA générative va peut-être dire « Ouh là là, j'ai vu les mails, j'ai l'habitude de ce fournisseur, attention, tu devrais faire, etc. » Il y a 2-3 points qui devraient arriver. Et ça, c'est totalement complémentaire. Et on est en train de tester chez Argon une complémentarité entre notre chain planning et quelque chose qu'on est en train de développer par ailleurs, je me permets au passage, qui s'appelle Supply Chain Copilot, et qui permet à travers l'absorption de données non structurées, pas de l'ERP, mais de données non structurées, eh bien d'éclairer les approvisionneurs sur ce qu'il est en train de se passer chez les fournisseurs ou d'éclairer des planeurs sur des choses qui sont en train de se passer dans l'usine. Et ça, c'est totalement complémentaire. D'accord. Alors, on va peut-être prendre quand même quelques questions, parce que sinon, après, on va plus avoir trop de temps. Hervé, bonjour. Donc, avons-nous des questions? Bonjour à tous. Et nous avons de nombreuses questions. Dans la mesure où les équipes replanifient en permanence pour encaisser, compenser les contraintes, comment le tableau de bord sait faire pourrait-il montrer autre chose que du vert? Alors, c'est en partie le principe qu'a expliqué Fabrice au tout début, c'est-à-dire que le doit faire, sait faire, quand on a dit il y a 2 signaux, c'est bien le problème fondamental de l'ERP, c'est qu'il n'y a qu'un seul signal qui transite. Donc à un moment donné, quand je planifie et que je m'adapte aux contraintes, je vois quelque chose de vert. Là, le fait d'avoir ces 2 signaux en permanence, c'est-à-dire ce que je dois faire et en même temps ce que je sais faire, quand bien même quelqu'un replanifie, ça permet d'être en capacité de garder les priorités. Et en même temps, si quelqu'un planifie en disant j'ai telle contrainte, puis après j'ai telle contrainte industrielle complémentaire, de voir quelque chose de rouge justement, parce que compte tenu de toutes ces contraintes-là, je ne vais pas du tout satisfaire cette demande client. Parce que le problème d'avoir effectivement que du vert, il est précisément celui-là. C'est-à-dire qu'à un moment, on a planifié, tout le monde est content, on aura les appros, on a replanifié tout est vert, sauf que le client n'est pas livré. Quand le client n'est pas livré, ça ne peut pas être vert, le client n'est pas livré. Mais simplement, oui, on a replanifié, et par rapport à la planif qu'on a fait, on est vert. Mais on a un peu oublié qu'il faut continuer de se battre, parce que la planif a l'air solide, mais en pratique, on ne livre pas le client. Donc ce point-là, il est très important, effectivement. Hervé ? Concrètement, comment est faite la connexion à la demande client, sachant que ce n'est pas l'emballage vide qui est directement servi au client, mais l'emballage plus le contenant, plus etc. Alors la connexion, elle se fait toujours avec un calcul de base qui est un calcul MRP, c'est-à-dire il y a des nomenclatures, il y a des lead time, il y a des tailles de lot, etc. Donc les mécaniques intrinsèques sont des mécaniques MRP au sens calculatoire, mais par contre non perturbées de toutes les planifications intermédiaires, donc avec une connexion directe. Dit autrement, si on devait le simplifier ou l'exprimer d'une autre manière que celle dont on l'a exprimé Fabrice, c'est je prends mon MRP, j'enlève tout ce qui a été figé, mes OF, tout ce que je suis venu fixer dans mon ERP, j'accepte de jalonner dans le passé et je lance un calcul MRP, ça donnerait un résultat comme le doit faire idéal. À peu près celui-là. À peu près celui-là. Et ça, c'est la partie, quelque part, comment je répercute la demande sur l'ensemble de ma chaîne amont. Et puis, il peut y avoir la question, alors c'était peut-être pas la question, mais j'anticipe une question qui est naturelle. C'est quand on parle de demande, c'est quoi la demande? Alors, ça dépend, là, pour le coup, ça dépend des industriels. Ça peut être des vraies commandes, parce que les délais sont longs, des commandes, donc ça peut être des vraies commandes. Ça peut être effectivement de la prévision parce qu'on est directement connecté à la prévision. Ça peut être de la prévision sur laquelle on a appliqué un DRP parce qu'on a du réseau. Voire même, pourquoi pas, ça peut être un signal qui a été lissé avec des mécaniques DD et DRP, pourquoi pas. En tout cas, c'est la meilleure estimation qu'on a aujourd'hui de ce que va nous demander le client. Et ça, c'est quand même important d'avoir ça et de ne pas perdre de vue ça. Et ça veut donc dire aussi que quand on met en place notre chaîne planning, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas s'intéresser à mieux connaître la demande client, éviter les effets bull whip, faire en sorte que ça soit plus lissé en aval, etc. Ça va ensemble. Donc la demande amont, on traverse le RP sans les contraintes, et la demande aval, quelque part, on traverse les réseaux aval comme ça doit l'être. Et les opérateurs, qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce que j'imagine que le concept a déjà été validé dans un certain nombre d'industries. Oui, et puis il est même live. Ouais.
Oui, oui. En fait, moi, de ce point de vue-là, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, c'est que ça... Aujourd'hui, si on se place derrière un certain nombre d'opérationnels dans la vraie vie, qui ont des écrans d'un ERP, SAP par exemple, mais ou un autre, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de sens à tout ce qu'ils font, et puis ça hurle un peu de partout. Et aujourd'hui, ça leur permet un tout petit peu d'être, comme le disait Fabrice, connecté à cette demande client, et donc d'avoir un peu de sens et de savoir quelle énergie mettre sur chacune des actions. Et de se sentir valorisé, je pense aussi. Parce que tout le monde comprend qu'ils ont une importance. Les concepts sont assez naturels, en fait. C'est-à-dire, on n'est pas en train de leur expliquer un truc avec une espèce de boîte noire qui sort un résultat auquel ils ne comprennent rien. Le concept doit faire c'est faire, c'est quand même assez naturel. Et quand on dit doit faire c'est faire, on ne fait pas de vulgarisation, là. Hein. C'est bien comme ça qu'on explique, c'est bien comme ça que les systèmes d'information ont été développés. Donc finalement, les utilisateurs, ils sont assez à l'aise. Il y a forcément un peu de change management, mais ils ne sont pas en train de dire mais de quoi ils parlent. Donc ils sont plutôt à l'aise. Hervé ? Pour fonctionner, faut-il que l'ensemble des acteurs de la supply chain appliquent ce concept de no-chain planning ? À un moment donné, oui, parce que en fait, quand on fait ça, on essaye à un moment donné justement de venir tirer l'ensemble des acteurs avec un signal arbitré qui permet justement de se donner les maximums de chances de livrer. Donc à un moment donné, oui, ça fait du sens et on ne peut pas avoir des gens qui... une planification qui reste dans une logique un peu ancienne, MRP, et puis des approvisionneurs qui seraient dans une autre logique. Donc à un moment donné, il y a une bascule parce que le signal est différent, parce que la réflexion est différente. On a besoin d'embarquer large. Et Fabrice parlait de la question des outils. C'est pas par volonté qu'on l'a fait, c'était historiquement plus parce que le concept, si on voulait qu'il ait une vie, il fallait qu'on trouve une manière de lui donner une vie par les outils. Et surtout que les outils comme les process de planif sont toujours réfléchis. Alors, attendez, à longueur sur vos plateaux, charge capacité finie, APS en permanence. Mais là, dans tout ce qu'on raconte, on essaie justement de rameuter toutes ces fonctions-là qui sont oubliées. Et donc, d'une certaine manière, ça va avec la méthode, c'est qu'on a besoin de toutes ces fonctions pour que ça marche. Y compris le management, et surtout le management, qui est lui aussi, il va être impacté par le doit faire c'est faire, ici dont on parle, etc. Ça impacte tout le monde. Et encore c'est l'objectif, très clairement. Quand on prenait l'exemple tout à l'heure de l'aéro sur la question de la qualité, honnêtement, dans 30% des cas, quand à la fin on a un problème de livraison, ça va être un problème qualité en se disant mais la dérogation, est-ce que c'est bon oui, est-ce qu'il y a besoin d'un avis client, le BE, est-ce qu'il a été prévenu, etc. C'est ça, cette vie-là. Et donc, pour nous, c'est important d'inclure fondamentalement toutes ces fonctions-là parce que c'est gage de performance. C'est un concept quand même qui est très orienté sur la demande de clients. Ça renvoie un petit peu au DDMRP, qui est un principe aussi qui est centré sur la demande, hein, sur une réponse à une demande. Qu'est-ce que ça change fondamentalement par rapport au DDMRP? Quelle est la différence? Alors, déjà, c'est vrai que le DDMRP, faut lui rendre cet honneur, a fait ce constat des insuffisances du MRP plus tôt, et il y a longtemps maintenant. Et donc le fait que ça génère de l'instabilité, que quelque part on ne soit pas complètement connecté à la demande, etc., c'est un constat qu'a fait le DDMRP. Si je veux être un peu vulgarisé, ce qu'a fait le constat, DDMRP a dit la chaîne ça ne marche pas, comme ça, et voilà. Donc moi, je vais mettre des ressorts entre les maillons. Je vais mettre des buffers entre les maillons, et comme ça, je vais faire en sorte qu'un maillon ne soit pas tout de suite connecté de manière un peu rigide avec l'autre. J'ai des buffers qui sont gérés de manière intelligente. J'ai des buffers, et comme ça, je stabilise la demande client, je stabilise les plans de production. Ça, c'est extrêmement clair. Et après, j'utilise quelque part ce que va être la demande pour dimensionner les buffers, et j'utilise ce qui va sortir de mon buffer quelque part pour des niveaux vert, orange, rouge. Donc, et ça, c'est voilà, plutôt intelligent. Donc on a fait le même constat. Les limites de ça, il y en a un certain nombre, et il y en a surtout un certain nombre depuis que
effectivement, les chaînes amont se sont complexifiées depuis que la demande est plus volatile, etc. Parce que si vous prenez un exemple simple, vous prenez un exemple d'un lancement produit. Lancement produit, vous ne savez pas quelle va être la prévision. Bon, il faut déjà dimensionner les buffers. Vous lancez un produit, ça va bouger, ça va marcher plus vite que prévu. À quel moment le fournisseur il réagit dans un système DDMRP? Il ne va pas réagir tout de suite, il ne va pas être connecté tout de suite. Et vous avez la chose inverse, c'est vous avez un fournisseur qui va avoir des contraintes dans le temps et où la sécurité ne va pas suffire. Donc, on pourrait avoir, Jean-Philippe, la discussion sur le DDMRP pendant des jours. D'ailleurs, j'en profite, on va mettre, on va mettre sur notre site, une liste de questions, dont celle-là est une FAQ pour traiter ce sujet. Mais effectivement, les différences sont là. Ce que je trouve, si je puis me permettre, dans DDMRP, il y a demande-driven, et je trouve que notre chaîne est vraiment plus demande-driven que DDMRP, si je puis me permettre, parce que tout le monde est connecté à la vraie demande client, ce qui n'est pas tout à fait le cas de DDMRP. Et peut-être, en fait, pour le fond, pour être direct, on a pris l'orthogonal, d'une certaine manière. Mais les exemples qu'on a mis au début, c'était pas pour amuser la galerie, c'était parce que ça nous paraissait important pour expliquer les raisons de nos choix. C'est-à-dire que nous, l'explication de la vibration du MRP, on considère qu'au premier lieu, elle vient du fait que j'ai une caisse de résonance avec tous les niveaux qui planifient, qui interagissent les uns avec les autres entre les contraintes, tous les exemples qu'on a montrés. C'est ça le premier nerf de la vibration. La demande client, on la maîtrise, enfin la preuve en tout cas, on la maîtrise. Donc si on décide de faire une preuve hyper stable, on a à la main les prévisionnistes. Et de se dire, quand on fait ça, on a enlevé tous les principaux effets de vibration. Et par contre, on ne perd pas ces éléments-là qui ont été fondamentaux pendant le Covid, qui seront fondamentaux dans le futur, parce que les choses sont cycliques, de se dire, attention, là, il y a une tendance, et on la capte instantanément, et on est à éviter les effets de vibration néfastes, parce que être contre la vibration, on peut être contre l'insécurité, contre le machin, c'est pas la vibration pour la vibration. La question, c'est quelle est la vibration néfaste à la prise de décision? Quelle est la vibration qu'il faut suivre? Quelle est la vibration qu'il faut suivre? Et à un moment donné, sur cette demande-là, et à un moment donné, si on met des tonnes d'argent sur du ML, etc., c'est bien parce qu'on se dit qu'on a envie de capter quelque chose. Et il y a quelque chose d'un peu antinomique dans le monde qui vient et dans l'histoire qui se suit entre ça. Hervé, plein de questions. Est-ce que cette méthode a besoin impérativement des outils APS ou est-ce qu'elle peut être déployée avec une BI structurée avec les indicateurs pertinents à chaque service? Ah oui. Alors, Florian, la réponse. En fait, on peut y aller par étapes. On peut attaquer avec le RP, puis en se disant, on va essayer de faire des choses un peu simples avec des indicateurs, etc. Après, il se trouve que dans une supply, on se heurte toujours à ce niveau qui est les faits sont têtus, les choses sont précises, donc on a souvent besoin quand même d'un outil quelconque pour arriver à dérouler ces calculs-là. Il y a un moment donné, on est obligé de basculer. C'est pour ça que nous, on l'a fait, on est obligé de basculer. Mais est-ce qu'on peut dire que notre chain planning, c'est un APS ou ça s'apparente? Notre chain planning, franchement, c'est pour ça que, pour l'instant, on n'a parlé que de concept sur le départ. C'est parce que, en premier lieu, c'est un concept. Dans tout ce qu'on a parlé sur le début, on n'a pas parlé d'APS, on n'a pas parlé de RP, de machin, de truc. On a parlé de quelle logique, donc quel est le sens que je donne à ma supply, quel est le signal suivi, qui fait quoi exactement. Et quand on fait ça, on ne parle pas d'APS, de machin. Peu importe, c'est fait par le RP, c'est fait par l'APS, c'est fait par Pierre, Paul ou Jacques. C'est qu'est-ce que je veux faire, comme l'a fait DDMRP. On prend un peu quelque chose d'orthogonal pour le coup, mais on parle de ça. Après, il y a la question qui vient après, qui est comment j'outille tout ça. Nous, on s'est dit, on ne peut pas faire les consultants de base, à dire on a des idées et puis il n'y a qu'à Faucon. Donc on a fait ce qu'il fallait pour qu'un client qui le souhaite, on puisse lui amener du concret, parce que c'est ça qui est un peu important pour nous. Maintenant, essayer de tirer tel ou tel APS vers ces logiques-là, ça sera plus ou moins compliqué, suivant de là où il part. Voilà. D'accord. Hervé ? Pas toutes qualitatives, est-ce que cela fonctionne ? Excellente question.
Alors non. C'est en fait ce qu'on a fait dans les outillages de manière complémentaire, c'est qu'on a mis énormément d'énergie sur la question de la qualité de la donnée, parce que de toute façon, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre et c'est souvent laissé de côté d'une certaine manière. Bah oui, il faudra s'occuper de la qualité de la donnée, mais de toute façon, elle est absolument le nerf de la guerre. Donc nous, on a pris le parti pris d'outiller aussi tous les sujets de qualité de la donnée de manière concomitante, parce que de toute façon, on ne peut pas dire je fais un projet où je suis en train de faire des calculs compliqués basés sur un nombre de master data très important, les gammes, les nomenclatures, les taux de rebut, j'en passe, c'est des meilleurs, et laisser de côté cette qualité de la donnée qui est fondamentale. Et qui est un sujet, pour le fond, pour avoir... indépendant de notre chain planning aussi, d'une certaine manière. Qui est indépendant, mais qui est, pour travailler beaucoup dans l'industrie avec Fabrice, un vrai problème parce que des ERP très qualitatifs comme SAP, etc., sont souvent sous-utilisés avec une qualité de la donnée qui est... souvent un peu déficiente, et ça c'est un sujet. Ce qu'on arrive aussi à faire, c'est on a outillé le diagnostic aussi. On a outillé en disant attention, là, on a regardé dans SAP, vous avez tel et tel et tel problème. Donc, et ça peut se faire en parallèle quelque part. C'est-à-dire on peut avancer sur les concepts, faire des choses et commencer une démarche de mise en qualité des données. Parce que quand même, il n'y a pas de miracle. Et il faut les deux, évidemment. Parce que si personne... on dit souvent, nous, que faut être un peu contrôleur de gestion pour se dire que le matin, on va... se dire que ce qui me passionne, c'est de remettre à jour mes délais dans un ERP. En fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la qualité de la donnée, les gens, ça les intéresse pas plus que ça? C'est parce que, en fait, ils n'ont pas en visibilité les résultats de tout ça. C'est-à-dire, quand à un moment donné, on voit sur une santé d'une supply chain que c'est tout rouge, on se dit, non, c'est pas tout rouge. Ah bah oui, mais parce que il y a le délai qui est faux. Et ça donne du sens et ça donne l'envie après d'attaquer la qualité de la donnée. La qualité de la donnée, pour la qualité de la donnée, je défie quiconque de se dire ce matin je vais faire mes taux de rebut parce que ça me passionne dans la vie. On va peut-être prendre une dernière question parce qu'on a atteint le... un retard. On arrive à... Une toute dernière. Oui. N'y a-t-il pas de risque que le fournisseur subisse la variabilité de la demande de façon permanente du fait de cette connexion directe? Alors... moi, je pense que non, et deux, je pense qu'il en attend de tout le contraire. Quand on discute avec certains fournisseurs, par exemple du secteur dermo, des périodes Covid, où ils ont connu il faut multiplier les capacités de production par 150, et puis qui aujourd'hui sont à la recherche de demandes pour fueler toutes ces capacités. Moi, je pense pas du tout, parce que la plupart de ces fameux fournisseurs sentaient un peu les choses, en disant « Mais vous êtes vraiment sûr que la demande, ça va être vraiment ça ?» Parce que là, ça me paraît complètement délirant. Et moi, je pense qu'ils sont parfaitement en attente de se connecter vraiment à cette demande client, parce qu'elle est justement gage de stabilité, surtout d'anticipation. Et à partir du moment où on a l'effet stabilisateur de la vision de l'ensemble des sécurités, c'est-à-dire du doigt-faire idéal, du doigt-faire rupture, c'est ce qui permet de stabiliser la chaîne, parce qu'à un moment donné, on n'est pas en train de réagir juste parce que la demande a bougé, c'est parce qu'on sait pertinemment que ça va avoir un impact sur le client final. Donc les doigts-faire idéal et doigts-faire rupture, au-delà de donner des priorités, c'est un gage de stabilité, parce qu'on agit que si on pense que les choses sont risquées pour le client final. Ouais. Bien, mais écoutez, en tous les cas, le concept intéresse apparemment, parce que si l'on croit toutes les questions qui sont encore sans réponse, mais comme vous l'avez dit, Fabrice, vous avez donc des réponses qui seront apportées sur le site internet d'Argon pour... Absolument, parce que ça appelle plein de questions, on ne pouvait pas y répondre en 10 minutes, donc ce qu'on va faire, effectivement, on va mettre sur le site, évidemment, le webinaire, mais aussi on va... faire un FAQ avec toutes ces questions-là, et on va essayer d'y répondre de manière détaillée pour ceux que ça intéresse. On peut rappeler l'adresse peut-être du site internet? C'est argonenco.com. Argonenco.com, donc pour ceux qui veulent en savoir plus sur notre chain planning en particulier, et puis donc pour revoir éventuellement cette présentation. En tous les cas, un grand merci à tous les deux pour cette présentation très éclairante, et puis merci bien entendu à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.